TF1, 20h avec Dominique Baudis. Yougoslavie, plus de 100 morts dans le tremblement de terre. La secousse tellurique a été plus forte encore qu'à Skopje en 1963. Ouganda, les journalistes arrivés à Kampala découvrent les atrocités ordonnées par le maréchal Idi Amin. C'en est fini de la tentative du record transatlantique. Le trimaran d'Olivier de Kersauzon a fait naufrage. L'équipage est sain et sauf. 6-2, 6-1, 6-3. Borg triomphe à Monte-Carlo contre l'américain Gerulaitis. Les aérosols au fréon interdits à partir d'aujourd'hui sur tout le territoire des États-Unis. Les explications de Florence Schall. Enfin, Pâques, 400 000 fidèles place Saint-Pierre pour entendre la bénédiction du pape Jean-Paul II. Benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper. Bonsoir. La terre a tremblé en Yougoslavie ce matin. La secousse était d'une grande violence. Nous ne disposons que d'un bilan provisoire. Il y aurait plus de 100 morts, plusieurs centaines de blessés, plusieurs milliers de maisons détruites. Le séisme était plus violent que celui de Skopje en 1963. Et d'après un professeur spécialisé dans les séismes, ce serait probablement la plus grande secousse enregistrée dans le bassin méditerranéen depuis 1908. Cette fois, l'épicentre était en mer, au large de la côte adriatique. C'est donc le littoral qui a été touché de plein fouet sur un secteur qui s'étend de Dubrovnik aux Bouches de Kotor, une région touristique. En l'état actuel de nos informations, il n'y aurait pas de Français parmi les victimes. Alain Rodier. Voici le Monténégro, la région dont le littoral a été ravagé par le tremblement de terre. C'est la plus petite des républiques de Yougoslavie, mais sans doute celle qui compte les villes les plus pittoresques, comme Herceg-Novi ou Kotor. Les villes les plus durement frappées se trouvent au sud. Il s'agit de Bar et Ulcinj qui ont été presque totalement détruites. Donc un séisme d'une violence inouïe. Son intensité est de 7,2 sur l'échelle de Richter. Il dépasse de 1,2 celui de Skopje en 63. Il a été ressenti en Grèce, en Autriche et en Hongrie et a très certainement fait des victimes et provoqué des destructions en Albanie. Le premier séisme, le plus violent, a été ressenti vers 6 heures ce matin. Surprises dans leur sommeil, les populations se sont précipitées dans les rues. Tout de suite, volontaires et soldats ont afflué sur les lieux, gênés cependant dans leur progression par les éboulements obstruant les routes. Le séisme avait rendu d'un seul coup viaducs, ponts routiers et tunnels peu sûrs pour la circulation. Quant aux voies ferrées, vous l'avez vu, elles étaient inutilisables. C'est donc surtout par hélicoptère que les secours ont pu arriver sur place. Un véritable raz-de-marée a accompagné le tremblement de terre. Un bateau a coulé, un autre a été mis en difficulté et c'est ce raz-de-marée vraisemblablement qui est responsable de l'effondrement et de la quasi-disparition du port de Zelenica, englouti par les flots. De nombreuses maisons situées le long de la côte ont été littéralement avalées par la mer. Quant aux installations portuaires de Bar, elles ont été ravagées par un incendie après s'être écroulées. Depuis ce matin, une trentaine de secousses se sont succédées. Des immeubles déjà ébranlés par le premier séisme se sont écroulés, mais sans faire de nouvelles victimes, tous les habitants ayant déserté leur maison. La radio yougoslave lance continuellement des appels aux donneurs de sang. Elle signale également des besoins urgents en médicaments, en désinfectants, en vivres, en toiles de tente. Mais pour l'instant, les autorités yougoslaves se déclarent parfaitement aptes à faire face à la situation. Le président Tito se trouvait à l'heure du séisme dans sa résidence d'Igalo, en plein cœur de la région sinistrée. Il a fait savoir très vite qu'il était en bonne santé, alors que les pensionnaires d'un centre de cure voisin ont été blessés et la plupart des malades évacués. Plus de 100 morts donc, de nombreux blessés, des corps encore sous les décombres, des villes, des monuments en ruine. Telle est donc la conséquence du séisme le plus fort ressenti dans les Balkans depuis 75 ans.
Une autre catastrophe naturelle a fait 2 morts dans une île des Caraïbes, à Saint-Vincent. L'éruption d'un volcan a provoqué des dégâts matériels considérables. Une quinzaine de milliers de personnes sont sans abri. Les 2 victimes du volcan ont péri par asphyxie. On découvre maintenant les preuves de la calamité politique qui sévissait depuis 8 ans en Ouganda en la personne d'Amin Dada. Le dictateur est en fuite, il a quitté son pays à bord d'un avion. On ne sait toujours pas quelle était sa destination et quel pays acceptera de lui donner l'hospitalité. Dans Kampala, les troupes tanzaniennes ont découvert les dernières traces de la sauvagerie des hommes de main d'Amin Dada. Vous allez le voir sur ces images commentées par Régis Faucon. Je vous mets en garde toutefois contre l'horreur que peut inspirer une telle séquence. On s'en doutait depuis longtemps, à travers les récits des réfugiés, on savait qu'il se passait des choses horribles en Ouganda. On savait qu'Amin Dada a massacré sur une grande échelle. Les organisations internationales parlaient de 100, 200, 300 000 morts. Il manquait les preuves, les voilà. Voilà ce qu'ont découvert les troupes tanzaniennes lorsqu'elles ont fait leur entrée dans l'un des centres de torture. D'abord des papiers, des dossiers, des effets personnels éparpillés. Les tueurs avaient visiblement cherché à faire disparaître les traces de leurs crimes. Et puis les cadavres, les hommes de la police politique d'Amin Dada, quelques centaines de repris de justice, paradaient en ville, choyés par le régime, particulièrement bien vêtus. Ils avaient droit de vie et de mort sur tout le monde. Ceux qui étaient soupçonnés d'être contre le régime, ceux dont le seul crime était d'appartenir à une autre ethnie, ceux-là étaient arrêtés à toute heure du jour ou de la nuit, poussés dans une voiture, torturés et finalement assassinés. On tuait pour un rien ou pour rien. Souvenez-vous de Madame Dora Bloch, cette septuagénaire israélienne qui se trouvait dans l'avion d'Air France détourné en 1976 et qui, hospitalisée à Kampala, n'avait pu être délivrée par le commando israélien. Elle aussi avait été assassinée. Aujourd'hui, la famille de Madame Dora Bloch offre une récompense à toute personne susceptible de donner des informations sur l'endroit où s'est réfugié Amin Dada. Ce matin, un accrochage a opposé dans la vallée du Jourdain une patrouille israélienne à un commando palestinien qui tentait de s'infiltrer. Les 4 fédayines ont été tués. Cette tentative d'incursion a provoqué de très vives réactions de la part de l'état-major israélien. Un officier supérieur a déclaré à la radio: les fédayines étaient porteurs d'un armement occidental. Cela donne lieu à 2 hypothèses. Ou bien ces fédayines achètent ces armes en Europe, ou bien des hommes des forces de l'ONU les leur vendent ou les leur donnent. Le général israélien a d'autre part déclaré qu'avec cet armement volumineux, les fédayines n'avaient pas pu passer inaperçus en Jordanie. L'officier supérieur en conclut que le roi Hussein ouvre le passage au commando. Le général israélien lance un avertissement. Hussein doit savoir qu'il ne s'en tirera pas à bon compte. À la suite d'une épidémie de méningite qui s'est déclarée la semaine dernière en Algérie, des contrôles sanitaires ont été multipliés à l'arrivée et au départ des avions ou des bateaux entre la France et l'Algérie. À Orly, un service de vaccination a été mis en place et à Marseille, un dispositif de dépistage contrôle tous les passagers. À partir d'aujourd'hui, les aérosols sont interdits à la vente sur l'ensemble du territoire des États-Unis. Ce n'est pas une surprise, la décision avait été prise il y a 2 ans pour permettre justement aux fabricants de mettre au point d'autres systèmes de conditionnement. En effet, ces aérosols, ces petites bouteilles apparemment si pratiques, se sont révélés dangereux. C'est en tout cas la conclusion des experts qui ont mis en accusation le fréon, le gaz propulseur. Les risques vont vous être présentés dans cette enquête de Florence Schall. Leur facilité d'emploi en ont fait le symbole même de notre société presse-bouton. Parce qu'un seul geste suffit maintenant dans chaque circonstance de notre vie quotidienne, santé, beauté, hygiène ou entretien, l'industrie des aérosols a enregistré une progression spectaculaire. La pression de la valve suffit pour libérer le produit. Merci, aérosol. La production américaine dépasse les 3 milliards d'unités. La production française est passée de 3 millions en 1955 à près de 500 millions d'unités en 1978, avec en tête les produits cosmétiques, lacs, déodorants, mousse à raser. Suivent les produits pour la maison, où l'aérosol est devenu un moyen inespéré de séduction pour vendre de nouveaux produits. Le principe de l'aérosol est très simple. Le produit actif proprement dit, plus un gaz propulseur, butane et fréon le plus souvent, le tout mis sous vide. Mais alors, pourquoi, à partir d'aujourd'hui, la vente des aérosols avec fréon est-elle interdite sur tout le territoire des États-Unis? Voici pourquoi.
Un aérosol près d'une source de chaleur devient un véritable chalumeau. Un aérosol exposé en plein soleil derrière la lunette d'une voiture peut exploser. Même vides, ces bonbonnes sont dangereuses. Naturellement, ces aérosols ne comportent pas de danger si l'on respecte certaines consignes obligatoirement inscrites sur la bonbonne. Ne pas stocker près d'une source de chaleur, ne pas percer et surtout ne jamais laisser à portée des enfants. Mais les Américains ont aussi interdit ces aérosols pour protéger leur environnement. En effet, le fréon qu'ils propulsent dans l'atmosphère détruit peu à peu l'ozone de la stratosphère. Or, l'ozone est ce qui empêche des rayons ultraviolets, dangereux pour les humains comme pour les animaux, d'atteindre la Terre. Même si un jour la législation européenne, et cela ne saurait tarder, limite la vente des aérosols, des solutions de remplacement existent. En effet, la poire traditionnelle de nos grands-mères, grâce au progrès de la technique, est devenue un vaporisateur tout à fait comparable au point de vue qualité avec l'aérosol. Il a une aussi bonne pulvérisation. Et surtout, il possède un énorme avantage, il ne contient pas de gaz et donc ne risque pas d'exploser. Un vaporisateur se reconnaît facilement, il est mécanique, donc il faut exercer plusieurs pressions de la main pour en éjecter le contenu. Pas dangereux, plus économique, puisque le conditionnement d'un aérosol contient 100% de produits actifs et non pas 50% de gaz inutiles comme dans l'aérosol, pas polluant. Le vaporisateur est la solution de remplacement. D'ailleurs, en Suède, on ne trouve pas de lac autrement qu'en vaporisateur. Et nos industriels l'ont fort bien compris, puisque maintenant, ils nous proposent le même produit sous les deux formes de conditionnement. Un déodorant en aérosol, le même en vaporisateur, produit pour vitre, vaporisateur, produit pour vitre, aérosol. Alors, à vous, consommateurs, de faire le bon choix. Toujours à propos des menaces sur l'environnement, les risques du nucléaire et l'inquiétude qui se manifeste depuis l'accident de la centrale américaine. L'alerte de 3 Mile ne va pas jusqu'à remettre en cause les programmes nucléaires, mais les responsables, comme l'opinion publique, aux États-Unis comme en Europe, s'interrogent sur les problèmes de sécurité. La Commission fédérale américaine des réglementations du nucléaire annonce qu'il convient de corriger en priorité les procédures de sécurité d'urgence de 71 des 72 centrales en fonctionnement aux États-Unis. La société américaine Westinghouse ordonne l'examen de précaution de 8 centrales construites par elle, toujours aux États-Unis. En Belgique, le ministre de la Santé se déclare plutôt contre le nucléaire. Rappelons qu'en Belgique, 25% de l'électricité consommée est justement d'origine nucléaire. Le ministre considère que c'est un seuil suffisant. En Suède, un référendum sera organisé l'an prochain sur ce problème. Et en France, le tribunal administratif d'Orléans vient d'ordonner de suspendre les travaux d'une centrale dans le département du Cher. Dans les jours qui viennent, le tribunal se prononcera sur un éventuel arrêt définitif des travaux. L'accident de Pennsylvanie, qui n'a pas fait de victimes, aura eu le mérite de réveiller la vigilance des responsables et des spécialistes. L'accident a aussi réveillé cette peur du nucléaire qui, depuis Hiroshima, hante le monde moderne. Une réflexion de François de Closet. Manifestement, les Français sont très inquiets et irrités par le problème nucléaire. Alors pourquoi ? Inquiets, bien sûr, parce que l'énergie nucléaire est très dangereuse. Mais toutefois, l'atome a une place à part parmi les activités dangereuses. C'est un peu comme le cancer par rapport aux autres maladies. Et il y a une raison à cela, très naturelle. L'homme dispose de ses 5 sens pour l'informer des dangers qui peuvent se présenter. Or, ce système d'alerte est complètement pris en défaut par la radioactivité. Un objet peut être radioactif sans que rien, absolument, le distingue d'un objet ordinaire. Qui plus est, on peut être irradié sans même s'en rendre compte. Il est évident qu'il faudrait une grande familiarité avec l'énergie nucléaire pour arriver à dominer la peur très légitime que suscite cette cécité face au danger. Et puis les Français sont irrités, ils ont le sentiment d'être mal informés, de n'être pas consultés sur le développement du nucléaire. Pourquoi cela? Eh bien évidemment, il y a une première raison, parce qu'au début de 1974, lorsque le grand programme fut lancé, c'est le gouvernement Messmer qui décida, et non pas le gouvernement qui proposa au Parlement de décider. Mais il y a plus. Les Français ont moins ce sentiment dans le domaine social ou économique. Pourquoi cela?
Eh bien, parce que les partis eux-mêmes sont profondément divisés de l'intérieur sur le problème du nucléaire, en sorte qu'ils n'ont pas toujours des positions très claires et que le problème nucléaire n'est jamais au cœur des grands débats politiques, notamment des débats qui précèdent les consultations électorales. Alors, lorsque le Français vote, il a le sentiment qu'il donne son avis sur les problèmes économiques, sociaux, pas sur les problèmes nucléaires. Alors, comment faire ? Certes, isoler le problème nucléaire, le traiter à part seulement. Voilà, on ne peut pas décider du nucléaire sans décider du problème de l'énergie en général et du problème de l'économie et du choix de société finalement. Est-ce qu'on peut avoir deux grands débats politiques qui ne se recoupent pas à l'intérieur d'une même société? Et d'un autre côté, il faudra certainement faire beaucoup d'efforts pour réintégrer le débat nucléaire au cœur du débat politique afin que les Français, en faisant leur libre choix de citoyens, aient le sentiment de se prononcer aussi sur le problème nucléaire. Lorsque l'on évoque les économies collectives qui pourraient être réalisées, on pense évidemment en tout premier lieu aux économies d'énergie. Mais ce n'est pas tout. Il y a sans doute également beaucoup à faire pour économiser les matières premières. La France dépense chaque année 8 milliards de francs pour importer ces matières premières. Et dans ce domaine aussi, le gaspillage coûte très cher. Une délégation a d'ailleurs été créée pour promouvoir des économies et une première campagne va être lancée. Elle porte sur les pneumatiques, les pneus des voitures. Dans beaucoup de cas, au lieu de les changer, il suffirait tout simplement de les rechapper comme on fait ressemeler une paire de chaussures. Vous allez le voir avec ce reportage de Michel Chevalet. Chaque année, 18 millions de pneumatiques sont abandonnés après usage. Et jusqu'à présent, toutes les techniques de récupération ont échoué. Un véritable gaspillage, surtout si l'on considère que près de la moitié de ces pneumatiques peuvent être réutilisés, en quelque sorte ressemelés comme une vulgaire paire de chaussures. Seulement, cette technique du rechappage était victime d'un préjugé. Ce que vous dites est exact. Il faut, je crois, fouiller dans le passé, remonter à la fin de la guerre 1945, où l'on faisait du rechappage par manque de pneumatiques neufs, n'importe où, n'importe comment, avec n'importe quoi. Mais depuis, les techniques se sont considérablement améliorées. Par exemple, regardez comment on rechappe ces énormes pneumatiques pour engins de travaux publics. Des pneus qui coûtent plus de 30 000 francs pièce et sont usés en quelques mois. Première opération, une inspection minutieuse de la carcasse. Et ici, le doigté de l'homme est irremplaçable. Si le pneu est déclaré bon pour le service, il subit d'abord un rappage, de façon à enlever la gomme de l'ancienne bande de roulement. Puis, c'est le rechappage proprement dit. D'abord, l'application d'une couche de dissolution. Puis la pose d'une nouvelle bande de roulement. Ici, pour les pneumatiques de tracteurs et d'engins de travaux publics, la pose des crampons est manuelle, mais pour les pneumatiques de nos voitures, elle est automatique. Reste ensuite la dernière opération à venir. C'est la vulcanisation, autrement dit la cuisson dans cette énorme étuve. Opération capitale puisqu'elle donnera à la bande de roulement sa cohésion avec la carcasse. Et la clé de la réussite est le contrôle minutieux de la température. Bilan de toute l'opération, on économise des matières premières et l'usager s'y retrouve du point de vue prix. Ce pneu vaut environ 200 francs neuf. Rénové, il coûte 120 francs pour exactement la même durée d'utilisation. Et est-ce que vous pouvez nous garantir, à nous, consommateurs, utilisateurs, la même qualité de service, la même sécurité? Oui, et je comprends que cela soit le souci premier. Je vous répondrai simplement en disant que dans l'aviation, où les normes de sécurité sont extrêmement strictes et sévères, les pneus sont rechappés en moyenne 3 fois. En ce qui concerne le pneu de tourisme, les contrôles et les examens demandés sont également très sévères et votre pneu vous donnera le même kilométrage qu'un pneu neuf. Sport, critère 4, le trimaran d'Olivier de Kersauzon a coulé en plein milieu de l'Atlantique. L'équipage est sain et sauf. Olivier de Kersauzon et ses compagnons de voyage ont été recueillis à bord d'un cargo suédois. C'est, semble-t-il, la violence de la mer qui a endommagé
l'un des flotteurs, les vagues atteignaient parfois 6,50 m de creux. Olivier de Kersauzon, je vous le rappelle, tentait de battre un record historique, puisqu'il date de 1905. Cette année-là, un voilier était parvenu à traverser l'Atlantique en 12 jours, 4 heures, 1 minute et 19 secondes. 3/4 de siècle plus tard, on n'a toujours pas fait mieux. En France, ce qui domine l'actualité sportive, c'est la victoire du Suédois Borg aux Open de Monte-Carlo. Borg qui en finale a battu l'Américain Gerulaitis, une victoire nette en 3-7 gagnants, Bernard Giraud. Effectivement, c'était prévisible. Björn Borg a remporté l'Open de Monte-Carlo. On ne peut pas en vouloir à Gerulaitis, son adversaire américain, d'aimer les jolies filles et les belles voitures. On ne peut pas lui reprocher non plus de se coucher à l'heure où Borg se lève pour aller s'entraîner. Tout est une question de tempérament. Gerulaitis vit plus intensément, plus vite que Borg. À la volée, il dépense autant de dollars qu'il en gagne. Il est peut-être aussi plus attachant, mais sur un court de tennis, c'est indéniable. L'Américain est inférieur au Suédois. En 5-7, pourtant, on pouvait penser que Gerulaitis pourrait décrocher une manche à Borg de face, mais insatiable, intouchable, très à l'aise sur cette terre battue qui lui réussit si bien, que ce soit à Monaco ou à Roland-Garros, Borg, the best, n'a pas fait de détails, ni commis de faux pas, 6-2, 6-1, 6-3. Borg, du fond du court, a alterné lob et retour croisé pour mettre en difficulté son adversaire qui semblait capituler devant l'invincibilité et l'imperfection du Suédois. Déception pour Gerulaitis, numéro 3 mondial, qui a pourtant offert une bonne réplique technique à Borg. Habile à la volée, l'Américain fut plusieurs fois pris à contre-pied par le revers du Suédois. Borg, c'est Merckx, c'est Killy, c'est Pelé, c'est un sujet d'exception. Le Suédois a 22 ans, il a déjà tout gagné et compte encore de belles années de tennis devant lui. Björn Borg a reçu le trophée des mains de la princesse Caroline de Monaco. En cyclisme, la classique hollandaise l'Amstel Gold Race devient de plus en plus l'Amstel Gold Race. En effet, pour la 3e année consécutive, Jan Raas a remporté l'Amstel Gold Race. Il devance son compatriote Luberding, 3e le Suédois Nilsson, 5e Zotemelk, le premier Français Michel Laurent est 6e. Quant à Bernard Thévenet, eh bien, il a terminé à la 16e place dans le peloton. En athlétisme, le jeune américain Reynaldo Nehemia a battu le record du monde du 110 mètres haies en 10 secondes 16 centièmes. L'ancien record était détenu par le cubain Casañas en 13 secondes 21 centièmes. Guy Druth, champion olympique du 110 mètres haies, ne s'est pas montré étonné par ce record. Il estime que Nehemia est aussi fort que Monzon et Cassius Clay réunis, qu'il possède la vitesse d'un Milburn, le métier d'un Davenport, la technique d'un Guy Druth. Cela toujours selon Guy Druth. Dans les sports d'équipe, en rugby, Narbonne, Romans, Montferrand, Biarritz, Brive, Béziers, Bayonne et Lourdes se sont qualifiés pour les quarts de finale du challenge Yves du Manoir. En basket, au terme des épreuves de barrage, Vichy et Nice se sont qualifiés pour la première division du prochain championnat, alors que Challans et Orléans se retrouvent en National 2. Et puis, retenez bien le nom de Gilles Villeneuve, de la graine de champion du monde, le talent et la jeunesse réunis. Le Canadien résident à Cannes a 27 ans, il est le benjamin des pilotes de Grand Prix, vainqueur tout d'abord cette année du Grand Prix d'Afrique du Sud et de celui des États-Unis de la côte ouest. Villeneuve est en tête du championnat du monde des conducteurs avec 2 points d'avance sur Jacques Laffite. Aujourd'hui, Villeneuve a remporté à Brandsatch la course des champions, une épreuve hors championnat en hommage au jeune pilote suédois Gunnar Nilsson, décédé l'an passé victime du cancer. Aucun Français ne participait à cette course. Villeneuve sur Ferrari a devancé le Brésilien Nelson Piquet sur Brabham et l'Américain Mario Andretti sur Lotus. Andretti a dû se contenter de l'ancienne Lotus 79, la nouvelle 80 n'étant toujours pas au point, cela à 2 semaines seulement du Grand Prix d'Espagne. Automobile toujours, mais tout terrain et sur d'autres pistes avec le Safari Rally qui se déroule actuellement à travers le Kenya. La tradition a été respectée et les pluies diluviennes n'ont quasiment pas cessé depuis le départ. Jean-Pierre Nicolas sur Peugeot, vainqueur l'an dernier, a abandonné dès la première étape, une bielle coulée. À la moitié de la deuxième étape, c'est-à-dire à la mi-course, le Finlandais Anu Mikkola, ne pas confondre, Mikkola, sur Mercedes est en tête. Mercedes qui revient de plus en plus à la compétition.
Mikola précède Meta sur Datsun, Munari sur Fiat, Mäkinen sur Peugeot. Le premier français Jean-Claude Lefebvre est 14e sur coupé Peugeot 504. Avant de voir dans un instant en compagnie d'André Théron les résultats du tiercé, un mot sur les prévisions météo. Ce sera vite fait. Demain, il fera beau et chaud sur l'ensemble de la France, à l'exception de quelques passages nuageux sur le massif des Pyrénées. Alors aujourd'hui, le tiercé se courait à Auteuil. Il a vu la victoire des outsiders, un tiercé mouvementé, puisque 2 chevaux n'ont pas pris le départ et il y a eu plusieurs chutes, André Théron. Oui, en effet, Dominique, ce fut un tiercé très mouvementé cet après-midi à Auteuil. D'ailleurs, les ennuis ont commencé depuis ce matin avec le forfait de Père Jacques, le numéro 7. Et puis, quelques secondes, on peut dire quelques secondes exactement avant le départ, un autre cheval se blessait, le numéro 14, l'Altana. Dès lors, des 18 partants, il ne restait plus que 16, bien entendu. Le départ est donné et tout naturellement, le favori Mérové prend la tête et se détache. Mais nous arrivons à un obstacle qui va voir, après 400 mètres de course, la chute de 3 concurrents. La voici, Nanteuil, Ronco et Paris by Night. Sans trop de casse, heureusement, pour leurs jockeys respectifs, Bérard, Desparois et Guigan. Les voici au sol. Et puis, le malheur des uns ne fait pas obligatoirement le bonheur des autres, j'entends par là les favoris, et c'est finalement l'outsider Carmont, à gauche sur votre écran, qui se détache et qui va l'emporter avec une grosse supériorité. Et 10 longueurs d'avance sur un autre outsider que nous attendons, le voici, Pavino, cependant que Hercole de Roberti prend la 3e place. Au tiercé, nous avons donc les numéros 13, 10 et 5, et nous découvrons ensemble que nous n'avons pas encore le rapport. 2 noms partants, 7 et 14, cela retarde sensiblement les comptes du PMU. Alors, Dominique, un peu de patience. Oui, mais d'autant plus qu'il y aura un nouveau tiercé demain. Ce sera à Longchamp, alors faut-il encore une fois regarder du côté des outsiders? Eh bien oui, très vraisemblablement, car ils seront 25 au départ. Le pronostic n'est pas facile. Je vous propose donc des chiffres, des chevaux et puis des étoiles, c'est-à-dire tout simplement des préférés. Le 18, Corcoun et le 9, Claiborne, avec 2 étoiles. Une étoile pour le 12, le Castillan, pour le 13, Prinstead et pour le 4, Nachitoches. Ensuite, le 3, Jadab, le 2, Dauphin du Roi. Comme vous n'êtes pas superstitieux, eh bien, bonne chance. Peut-être entendrons-nous un jour crier « Allez les vertes » sur les gradins des stades. Oui, les femmes descendent sur les terrains de football. Des équipes féminines disputent même des rencontres internationales. Vous allez les voir sur ces images dans un instant. Un match opposant des Rémoises aux Suédoises de l'équipe de Malmö. Pour ou contre le football féminin, on en discute avec passion dans les milieux sportifs. Marie-Christine Debourse nous propose un reportage en forme de plaidoyer. Grotesque, ridicule, inesthétique, autant de clichés défavorables pour le football féminin qui n'auront pu malgré tout enrayer ce phénomène. C'est en 1968 qu'est apparue la première équipe féminine dans le fief même du football, à Reims. Folklorique et pittoresque au début, l'équipe rémoise faisait l'attraction des kermesses. Et puis, petit à petit, elle s'est structurée et organisée, devenant le véritable leader du football féminin. En 1974, l'engouement des jeunes filles est tel que la fédération finit par les reconnaître. Dès lors, un calendrier fédéral est établi, des championnats et des rencontres internationales officialisées. Elles sont aujourd'hui 13 000 joueuses réparties dans 600 sections créées au sein des clubs masculins. La France n'est pas la seule nation à connaître un tel développement. Le soccer aux États-Unis a déjà plus de 50 000 adeptes. En Italie, en Suède, en Allemagne, les filles ont déjà atteint un très bon niveau technique. Quant aux spectateurs, ne croyez pas qu'ils boudent ces demoiselles. Au Mexique, lors du mondial, on a enregistré 100 000 spectateurs pour assister à une finale Danemark-Mexique. En Indonésie, 60 000 pour un tournoi international. Les Rémoises, un peu plus modestement, ont souvent rempli les tribunes. De quoi faire pâlir d'envie Paris Saint-Germain certains soirs de championnat. Qu'est-ce que ça représente pour vous, le football? J'ai commencé par un sport loisir et c'est devenu une compétition pour moi, une compétition de haut niveau, parce qu'il y a un championnat de France maintenant depuis 5 ans. De quelle manière vous pouvez exprimer votre féminité dans le football? Ben justement, si on ne pas copier les hommes, je crois que
principal point. Il y a la finesse, il y a l'allure, il y a une élégance sur un terrain, la manière de courir, de dribbler, il y a une certaine finesse de jeu. Bien sûr, on peut la retrouver chez les hommes, mais elle sera exprimée d'une manière différente, beaucoup plus virile, beaucoup plus de personnalité, de force. Tandis que chez les féminines, c'est plus collectif, plus subtil dans le mouvement, que l'homme sera certainement difficile à imiter aussi. Comme nous, on aura difficile à les imiter, bien sûr. Voilà, ce journal est maintenant terminé. C'est Marie-Laure Augry qui vous présentera l'édition de fin de journée. Passez une excellente soirée. À demain. Merci de votre attention. Thank you.